différentes stratégies pour travailler dans différents écosystèmes, dans l'innovation sociale, aussi bien dans le domaine du vieillissement, qui peut s'apparenter au care design, dans le domaine en fait des services publics, donc le design de services publics, où on va travailler avec des collectivités, par exemple en tant que designer intégré. Mais également, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'interviens aussi sur du design pédagogique, donc au sein d'écoles, auprès d'acteurs, pour faire de la formation. Et actuellement, ce que je développe avec vous, c'est du design RH. Aujourd'hui, on va voir trois piliers pour designer sa carrière. J'ai fini par développer une démarche de design. Donc, c'est toujours un petit peu la même chose, donc immersion, idéation, développement, prototypage, mais elle s'applique en fait à votre carrière. L'idée, ça va être de pas faire entre guillemets le designer mal chaussé, mais de pouvoir appliquer en fait les mêmes méthodologies qu'on utilise dans notre carrière en design sur des projets professionnels, mais sur des projets individuels. Et ce soir, ça sera le vôtre. Design My Career, ça s'articule autour de trois piliers. Le premier, clarifier ses compétences pour trouver sa singularité. C'est souvent le premier écueil lorsqu'on est en recherche d'emploi. Ça va être en fait d'avoir du mal à identifier quelles sont vraiment ses compétences. Et pas seulement en fait ce qui va paraître évident comme savoir faire du prototypage. On va aller chercher en fait beaucoup plus profond. Parce que le design, comme j'aime bien le dire, c'est un peu une sorte de chewing-gum, donc ça se colle avec tout et surtout avec tout ce que vous aimez à titre personnel. Ensuite, le deuxième pilier, c'est communiquer efficacement pour attirer des opportunités grâce à ses atouts. C'est souvent une des problématiques qu'on remarque dans la recherche d'emploi. Ça va être en fait d'oublier d'être trouvable entre guillemets par les recruteurs. Donc de travailler aussi sa visibilité pour vous permettre en fait d'avoir accès à des opportunités. C'est quand même plus sympa, on est d'accord, hein, si les gens viennent vers vous, plutôt que si c'est vous qui faites toujours les efforts de candidater à beaucoup d'offres d'emploi sans forcément avoir de résultats derrière. Ensuite, c'est décrocher des entretiens grâce à ton profil. C'est rendre son profil irrésistible et vraiment savoureux pour pouvoir permettre en fait de décrocher des entretiens et surtout de les réussir par la suite. Donc, on va traverser en fait lors de cette conférence ces trois piliers et j'espère que vous êtes enthousiastes et prêts et prêtes. Donc, clarifier ses compétences pour trouver sa singularité. Alors, sur mon site internet, il y a un test professionnel qui vous permet de savoir en fait si vous êtes plutôt un profil généraliste, spécialiste ou un petit peu entre les deux. Lorsque j'ai débuté en fait ma carrière en tant que designer, un des points qu'on m'avait toujours dit, c'est pour être designer, par exemple, moi j'ai fait du design de produits à la base, il faut se spécialiser en fait dans un domaine. Sauf qu'en fait, moi je suis pas tellement spécialiste, à part dans l'innovation sociale. Mais j'ai plutôt un profil de généraliste par rapport à ce que je vous racontais sur le vieillissement, sur le domaine pédagogique, sur le domaine des services publics. Et du coup, en fait, la stratégie de recherche d'emploi n'est pas du tout la même. Si vous avez un profil généraliste, il va falloir aller vers des structures, en fait, qui vous permettent de toucher différents domaines. Si vous êtes un profil spécialiste, au contraire, en fait, là, il va falloir vous spécialiser. C'est-à-dire, par exemple, intégrer une agence de design graphique qui fait uniquement du graphisme, par exemple, dans l'édition pour enfants. J'espère que vous saisissez un petit peu la différence entre les deux. Et ceux qui sont entre les deux semi-experts, ça veut soit dire qu'ils sont généralistes avec quelques domaines d'expertise, soit ils sont spécialistes et dans leur spécialité, ils ont une généralité. Je vais vous proposer du coup de rendre cette conférence interactive et je vais vous proposer de mettre dans le chat en fait quel est votre profil. Est-ce que vous pensez être plutôt généraliste ou spécialiste ou un petit peu entre les deux? Je vous laisse quelques minutes pour le mettre dans le chat. C'est important en fait pour identifier votre profil parce qu'au fur et à mesure de la conférence, on va spécifier des choses et c'est pas mal si vous arrivez à vous positionner. Ah, merci beaucoup. Super. Ah ouais, les semi-experts sont plutôt présents aujourd'hui. Trop bien. En attendant en fait que plusieurs personnes aient le temps de répondre, je vais vous donner un exemple très concret. Vous voyez les médecins? On a les médecins généralistes et on est plutôt content généralement qu'on va voir notre médecin généraliste qui soit capable de savoir si on a mal à la gorge ou si potentiellement on a un cancer. Désolée pour l'exemple, mais c'est évocateur. Tandis qu'un chirurgien, on est bien content que notre chirurgien cardiaque soit très spécialisé pour pas se louper au moment de nous opérer du cœur.
Donc c'est un peu la différence entre les deux. Ça nous amène dans notre recherche d'emploi à pas chercher le même type de structure. Est-ce que pour l'instant ça vous paraît assez clair? N'hésitez pas s'il y a des questions, parce que c'est un point fondamental. Moi, je Si vous voudrais bien savez pas qu'on trop... revienne sur le semi-expert, s'il vous plaît. Ouais, merci beaucoup pour la question. Alors, le semi-expert. En Ouais. fait, il faut juste se dire que le semi-expert, c'est soit un généraliste, soit un spécialiste. Je vais vous donner un exemple avec moi-même. Moi, je suis semi-experte dans le sens où je suis spécialisée dans l'innovation sociale, mais je suis généraliste dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'en fait, si tu me demandes de faire du luxe, je suis vraiment nulle. Ok, Donc, j'espère que ça t'aide à y voir un peu plus clair. oui, merci. Trop bien. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Il y a un test en fait sur le site internet qui vous permet vraiment d'affiner votre profil. Mais généralement, une autre façon de le savoir, c'est de reprendre en fait votre sujet de mémoire ou si vous avez fait une thèse. Est-ce que par exemple, vous êtes capable de passer 3 ans sur travailler sur les micro-fourmis d'Indonésie qui sont situées sur 1 mètre carré? Si vous êtes plutôt ce type de profil qui va adorer creuser, creuser, vous êtes un expert. Voilà. Si vous êtes plutôt un profil qui va se dire, oh, mais il n'y a pas que les fourmis sur Terre, il y a d'autres insectes, vous êtes généraliste, généralement. Et une autre façon de le voir, c'est généralement dans votre métier. Si vous faites du design de service, donc c'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites du design, vous ne savez pas forcément si vous allez concevoir une table, une chaise ou un aménagement d'espace, et que c'est plutôt une approche design de service, bah vous êtes plutôt généraliste. Tandis que si vous êtes spécialiste, généralement, vous êtes graphiste, designer d'espace, vous êtes potentiellement aussi designer numérique, vu qu'il y a une spécialité qui est plus forte. Alors, continuez un petit peu les tests. Hop. Donc, j'enverrai la présentation par la suite, donc vous aurez tous les liens pour cliquer partout. Et comme il y aura un super replay, ça vous aidera beaucoup. Alors, cette slide, elle est super importante pour les personnes en fait qui ont notamment plusieurs métiers. Alors, désolé, j'essaie de fermer le chat. Voilà. Alors, si vous avez plusieurs métiers, en fait, ça va être important d'identifier quelle est votre dominante. Donc, dans les métiers de l'innovation sociale, il y a bien sûr les designers où notre dominante, notre clé d'entrée, c'est la conception. C'est-à-dire qu'à la fin d'un projet, nous, on a envie quand même de concevoir quelque chose. Mais il y a d'autres typologies de métiers qui interviennent. Il y a bien sûr les facilitateurs en intelligence collective où eux, leur objectif, ça va être plutôt d'être dans une posture de facilitation, de médiation pour faire émerger, par exemple, une idée. Pas forcément de concevoir à la fin. Et les métiers du conseil, où vous avez par exemple des consultants en innovation, où eux, leur but, ça va être d'apporter une expertise. Vous avez aussi tous les fabuleux métiers des sciences sociales. Les métiers aussi de la coordination, c'est souvent en fait des personnes qui sont chargées de projet, ils peuvent être responsables aussi d'une structure. Par exemple, si on prend Rosanne tout à l'heure, elle a une grosse partie dans son travail qui est aussi de la coordination. Et généralement, on a un petit peu des quatre, mais pas au même niveau. On a vraiment une dominante qui est située quelque part. Si vous arrivez en fait à identifier en fait vos deux pôles dominants, ça vous aide aussi quand vous allez rechercher des offres d'emploi, à savoir si vous allez plutôt rechercher des offres d'emploi en tant que consultant, par exemple, vu que vous voulez faire valoir une expertise concrète, si c'est plutôt dans de la coordination, donc du coup, par exemple, du développement de partenariats, de la création de communautés, c'est plutôt de la facilitation, et là, vous allez aller sur la participation citoyenne, de la co-création, ou si vous êtes plutôt dans de la conception pure et dure, et là, vous êtes carrément peut-être plus sur même des Fab Labs ou des choses encore plus poussées. Pareil, je vous invite à mettre dans le chat, si vous arrivez à identifier vos deux dominantes, ça vous aidera également du coup par la suite. Et s'il y a des questions, c'est pareil, n'hésitez surtout pas. Ok, bah super, bah c'est trop bien. Bah déjà, vous savez que dans vos recherches, vous pouvez élargir. Parce que dans l'innovation sociale, il faut être honnête, la plupart du temps, il n'y a pas marqué designer. Ou parfois, le design apparaît juste comme une méthode un petit peu en fin d'offre, ce qui est frustrant. Alors, il faut en fait rechercher un petit peu d'autres typologies de métiers pour lesquelles vous avez les compétences. Euh, Ce tableau aussi, ça vous permet, quand vous faites des recherches sur, par exemple, LinkedIn, Indeed, de pouvoir taper d'autres typologies de métiers.
Par exemple, au sein de la collectivité dans laquelle je travaille, je suis designer et chef de projet. Donc tous les métiers de chargé de projet, chef de projet, responsable d'innovation, c'est des métiers en fait dans lesquels le design a parfaitement sa place. Tous les métiers de la gestion de projet. Ok, super. Facilité et coordonner. Bon, bah, ceux qui sont sur de la facilitation et de la coordination, c'est vraiment pas mal parce que en ce moment, il y a un gros boom en fait autour du développement de partenariats, de comment on va structurer des écosystèmes, développer par exemple des projets sur des territoires. Donc bah, vous avez clairement le profil, hein, donc n'hésitez pas à le faire valoir. Alors, hop. Ensuite, j'adore aussi ce test. Pareil, moi, quand je faisais mes études, très vite, je me suis rendu compte que j'avais plus un profil stratégique. Parce que je suis pas la designer qui va vouloir, par exemple, passer, je sais pas, 8 heures sur une modélisation 3D, ça me fatigue. Alors qu'il y en a d'autres où c'est leur passion et je trouve ça fabuleux. Pareil, c'est important de savoir où vous vous situez. C'est une recherche personnelle que je mène aussi par rapport à tous les tests que je fais. Mon objectif, c'est de faire une thèse sur les profils et les carrières de designers pour pouvoir bah, vraiment documenter un petit peu tout ça et les stratégies qui sont mises en place. Donc ça, c'est issu de mes réflexions personnelles. Donc, sur cette partie-là, vous avez en fait le designer stratégique. Le designer stratégique, lui, son angle d'entrée, c'est plutôt l'impact. C'est par exemple quand vous allez, je vais prendre un exemple très simple, vous allez vouloir concevoir une chaise et le designer stratégique, lui, va vous dire, quel impact est-ce que ça aura sur la société? Vous voyez, c'est ce type de profil-là. Alors que le designer réflexif, lui, il va se dire, mais je vais pas seulement faire une chaise. Moi, je vais faire carrément une table avec tous les équipements qui vont avec. C'est plutôt une approche de service, une approche systémique. Le designer qui a une posture plutôt d'exécutant, je les adore beaucoup parce que eux, ils sont plutôt dans une logique de je vais essayer de concevoir la meilleure chaise du monde. Elle sera vraiment super bien modélisée. C'est des designers qui ont une maîtrise au niveau des logiciels qui est souvent très forte, une maîtrise aussi technique qui est très pointue. Généralement, ils veulent un peu moins se prendre la tête sur la partie stratégique. Ensuite, vous avez les designers artisans. Pareil aussi, c'est mes petits chouchous parce que ceux-là, en fait, vous les repérez facilement. Parce que quand vous menez un projet, si à un moment vous avez envie de faire une maquette, de pouvoir travailler avec vos mains, c'est bon, vous êtes un profil artisan. Ça ne veut pas dire que vous allez faire de l'artisanat, ça veut juste dire qu'en fait, vous avez une clé d'entrée qui est formelle. Concrètement, parmi en fait les types de structures à éviter si vous avez un profil artisan, vous allez vraiment éviter les grosses agences de conseil où vous n'allez pas pouvoir aller sur le terrain. En gros, les profils artisans, ils adorent être en immersion, ils adorent aussi travailler dans des Fab Labs, ils adorent pouvoir fabriquer, concevoir, prototyper. Les profils stratégiques, eux, leur grosse frustration, ça va être de ne pas avoir la possibilité d'avoir un impact sur la structure dans laquelle ils travaillent. Je vous cite un exemple, par exemple, avec Decathlon. Decathlon a intégré les designers de façon stratégique. Ça fait qu'en termes de positionnement dans l'entreprise, ils sont assez hauts et du coup, ils peuvent vraiment rayonner sur les directives, les produits qui vont sortir. Les designers réflexifs, lui, il va être frustré s'il doit que faire une chaise. Lui, il veut pas juste faire la chaise, il veut s'intéresser à son processus de fabrication, distribution, il veut penser l'écosystème. Donc pareil, si vous êtes uniquement en fait sur des missions ou des projets qui sont trop petits, bah, vous allez être frustré. Et le designer exécutant, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, lui, il a besoin de temps pour pouvoir confectionner les choses et aller en fait en profondeur. Donc pareil, si vous voyez en fait dans certaines offres d'emploi qu'il y a beaucoup de temps, par exemple sur la partie administrative et très peu de temps consacré à la partie design, gestion de projet, à fuir si vous avez un profil exécutant. Euh, Pareil, je vous invite aussi à mettre dans le chat quel est votre profil et n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Oh là là, et bah Claire, tu as un super combo entre designer réflexive et exécutante. Ça, typiquement, ça veut dire qu'en fait, tu as la capacité à la fois de travailler dans des agences où il faut beaucoup produire, des agences de design, et en même temps, en fait, tu peux travailler dans tout type de structure. Ça peut aussi bien être pour une institution publique. Ensuite, ouais, Fanzia, du coup. Toi, c'est plutôt un profil designer stratégique. Donc, par exemple, il va falloir faire attention à où est positionné le poste dans l'entreprise.
Est-ce qu'il est positionné, par exemple, auprès, si c'est une institution publique, auprès du directeur général, pour pouvoir en fait avoir un vrai impact sur ce qui est produit. Pour les artisans, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt l'accès au terrain, la possibilité d'avoir un atelier, de pouvoir en fait utiliser vos mains, votre corps dans la façon de faire le design. Ok, trop bien. En tout cas, n'hésitez pas. Les quatre en fonction des clients. J'adore David. Mais oui, effectivement, on a tous les quatre. C'est plus que parfois ça se module. Alors, hop. Donc là, je vous repartage un petit détail sur vraiment les profils. Donc, c'est des profils complémentaires. Il y a besoin en fait de tous ces types de designers et on a un petit peu les quatre en nous. Ça dépend des projets et ça dépend aussi du moment de vie. Si vous regardez un petit peu en évoluant dans votre carrière, généralement, la dimension réflexive ou stratégique prend un peu plus de place parce que vous avez soit une plus grande maturité, soit vous avez besoin que vos projets en fait aient plus d'impact. Alors, hop. Ah voilà, c'est bon. Alors là, pareil, je vous ai fait en fait une petite comparaison en fonction des types d'institutions. Qu'est-ce que ça donne en termes de typologie d'emploi? En institution publique, si vous êtes un profil stratégique, bah ça veut dire en fait que vous êtes potentiellement le directeur ou la directrice de la structure en fait, ou que vous allez travailler en fait très proche de lui. Parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir un impact sur la stratégie, les plans d'action, les schémas par exemple départementaux, des choses comme ça. Si vous êtes plutôt un profil réflexif, ben, c'est super d'être chef de projet parce que du coup, vous allez pouvoir avoir assez de temps pour pouvoir développer vos solutions, des nouveaux services. Si vous êtes plutôt dans une posture de prestataire, donc là, parfois, vous êtes plus dans une posture artisane ou artisan. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des interventions parfois très ponctuelles avec beaucoup de prototypage, d'immersion sur le terrain. Parfois, vous pouvez aussi avoir la posture stratégique ou réflexive, mais ça dépend en fait de l'appel d'offres, de la mission. Et après, si vous êtes vacataire, parce que oui, c'est possible d'être vacataire pour une institution publique et de travailler de façon ponctuelle pour elle, là, généralement, vous êtes plus dans une posture d'exécutant parce que le remplacement, par exemple, c'est 3 mois. Si vous êtes plutôt en association, alors là, pareil. Si vous êtes en fait un des membres qui participe activement au développement de l'association, vous êtes dans le profil stratégique. Si vous êtes plutôt la structure, enfin un employé, c'est plutôt réflexif généralement, vu que vous êtes un peu touche à tout. Les bénévoles sont plutôt dans la partie artisane, vu qu'ils vont plutôt produire, aller sur les terrains. Et si vous êtes plutôt freelance ou prestataire, il peut arriver que vous soyez dans une exécution ou dans un appui stratégique. Pareil, ça dépend un petit peu ce qui est délégué par la structure. Ensuite, pour les entreprises, c'est un petit peu la même chose. Et bien sûr, en fait, c'est un modèle qui se base sur des observations, mais il y a un petit peu de tout selon la nature, le nombre d'employés et tout ça, hein. Ok. Alors, du coup, je vous propose de faire un petit peu ce petit exercice, si vous êtes d'accord. Ça vous permet en fait de trouver un des axes de votre vision. Un des points en fait que j'observe, c'est que souvent en fait les designers n'ont pas conscience de leur vision. Donc c'est-à-dire en fait pourquoi vous faites du design et qu'est-ce que vous voulez faire. Et souvent votre pourquoi vous l'avez un petit peu sur moi j'ai envie d'améliorer en fait le bien-être des usagers, mais c'est général en fait. Il faut être beaucoup plus précis et partir de vous. Ce petit exercice en fait vous permet de trouver votre axe dominant parce qu'une personne a à peu près entre 2 à 5 axes. Et je vous propose, en fait, si vous avez une feuille devant vous ou un support, de pouvoir le faire. Voilà comment ça fonctionne. Il faut identifier quelle est votre méthodologie, quelle est votre étape du design que vous préférez. Il faut être honnête, il y a forcément une étape que vous préférez ou plusieurs. Que ça soit l'étape de cadrage, que ça soit l'étape de prototypage, d'idéation, de développement, il y a forcément une étape dans laquelle soit vous êtes super fort et super forte, soit vous la préférez. Ensuite, quelle est votre valeur ajoutée? Parce que oui, le design va s'hybrider avec vos compétences naturelles. C'est souvent une passion ou quelque chose que vous faites souvent ou sur lequel vous passez beaucoup de temps. Votre connaissance, c'est-à-dire un sujet qui vous intéresse. Ça peut être l'environnement, le sport. Vous pouvez être sûr qu'en fait, vous allez, à un moment ou un autre, développer en fait des compétences ou des aptitudes de design dedans. Et aptitude future, c'est la compétence sur laquelle en fait que vous êtes en train de développer et d'approfondir.
Je vais juste vous laisser du coup quelques petites minutes, peut-être 2 petites minutes pour le faire. Et après, si vous êtes d'accord, je peux proposer à l'un ou l'une d'entre vous de participer, de pouvoir en fait trouver son axe en direct. Comme ça permettra aux autres de comprendre comment on fait par la suite. Voilà, l'idée c'est de le faire avec toute bienveillance, donc n'ayez crainte, hein. Ok, donc j'attends un petit peu. N'hésitez pas s'il y a un volontaire en fait qui veut essayer, n'hésitez pas dans le chat. Ce sera plus simple en fait pour vraiment vous montrer comment fonctionne l'outil. Ouah, j'adore Claire, trop bien. Bah, du coup, Claire, dès que tu as complété euh, en fait les 4 cases, ce que je vais te proposer, c'est d'ouvrir ton micro. Et ce que je demanderais du coup aux autres qui participent, c'est d'être super attentifs. Vous allez voir que dans ce que Claire raconte, il y a déjà sa vision, mais qu'elle n'est pas forcément explicitée. Bonjour tout le monde. Bonjour Erika. Euh, Bonjour. Merci pour ton attention. J'espère que je vais répondre correctement. Alors, je vais commencer par la spécialité métier, si ça te va. Ouais. Ok. Alors, mon étape préférée dans le processus de design pour ma part, c'est la transition entre la partie immersive, analytique et le départ de la créativité, en fait, de commencer à proposer des axes par rapport à ce que j'ai pu observer et aux informations récoltées au sein de l'entreprise ou de la collectivité, l'organisme. Mhm. En passant à l'expertise naturelle, alors je dirais que c'est vraiment la partie très en lien, la partie empathique. J'ai une bonne capacité d'analyse et une intelligence émotionnelle assez forte, ce qui me permet de cerner assez rapidement les gens et d'être dans une posture d'écoute active. Mhm. Et une grande curiosité qui me permet de développer ma créativité. Donc je dirais que c'est deux choses que j'aime bien cultiver aussi en dehors de mon métier. Ok. L'aptitude future que j'aimerais développer, je dirais que c'est un côté peut-être plus technique sur certains outils, en tout cas des nouveaux outils, de continuer perpétuellement d'apprendre via des choses beaucoup plus spécifiques, puisque j'ai une approche assez globale et donc j'ai intérêt d'avoir quand même, je pense, des compétences très précises sur certains outils qui pourraient appuyer un peu plus mes propos et Mhm. les projets. Et enfin, connaissance, le sujet domaine qui m'intéresse le plus, je pense que c'est euh, l'aspect systémique en fait. La durabilité et l'aspect systémique. Le fait de comprendre des systèmes, des organismes, des services et de voir la richesse en fait des informations. L'aspect collaboratif, c'est quelque chose qui m'intéresse, que ça soit lié à l'environnement, à un point de vue plus stratégique, sur un aspect plus philosophique, anthropologique. J'aime bien avoir cette approche-là. Voilà. D'accord. Je vais juste te poser quelques petites questions juste pour Bien sûr. approfondir quelques points, mais c'est vraiment super, merci beaucoup. Euh, Merci. Est-ce que tu peux me donner un loisir? Parce que comme dans ton expertise naturelle, elle est déjà très proche de ce que tu peux utiliser en design, Mhm. est-ce que tu as un loisir? Comme ça Euh, permettra de montrer un alors, exemple avec un loisir. eh ben, j'adore m'intéresser aux différentes cultures, donc j'ai tendance à beaucoup aller chercher des voyages, des expositions, découvrir de nouvelles façons de fonctionner, des architectures. J'aime beaucoup découvrir, donc je vais souvent sur des activités liées à de la découverte et à de la culture. Ok.
D'accord, bah, ça répond à une de mes questions, c'est trop bien. Et enfin, Mhm. du coup, ça veut dire que sur les connaissances, il y a la dimension, j'imagine, il y a la culture, les voyages dedans. Oui, tout à fait. Ok. Psychologique, culturel, environnemental. Ok, bah, ça confirme encore plus, très bien. Merci. Aptitude future pour avoir juste une précision. Est-ce que tu peux me donner juste un outil? Hum, Par exemple, ben, comme tu disais tout à l'heure, par rapport aux expertises, que le côté un peu hybride, des fois, on n'a pas forcément certaines compétences très précises. Moi, par exemple, il y a quelque chose qui me frustre un peu, c'est sur la partie modélisation de 3D. De Mhm. formation, je suis designer produit industriel, donc je sais faire de la 3D, mais j'ai pas une vraie appétence et donc par exemple, ça fait partie des choses que j'aimerais approfondir avec des outils pour être plus à l'aise quand je traduis des idées par la forme et d'avoir un gain de temps, en fait, et plus de précision sur ces parties. Donc, Ok, j'aimerais bien me former, par exemple, un peu plus sur ça. d'accord, bah, je comprends parfaitement. Alors, super. Du coup, j'ai pu identifier Merci. en fait ton profil, enfin ton profil est assez clair en fait. Les précisions, c'était pour me permettre d'avoir des secteurs d'activité. En fait, une fois que vous faites votre cartographie, comme Claire vient de le faire, en fait, ça vous permet tout simplement de savoir quels sont des secteurs ou des domaines dans lesquels vous pouvez candidater. Parce que vous avez votre axe dominant. Donc, par exemple, dans le cas de Claire, bah, c'est assez logique. Ce qu'elle aime bien, du coup, c'est la partie, la transition entre l'immersion et la créativité. C'est normal, vu que Claire, elle a un profil, du coup, clairement, tu as un profil très stratégique et réflexif. Je pense que, par exemple, le design de transition, tout ce qui va être environnemental, potentiellement la bio-inspiration, le design aussi en lien avec tout ce qui peut être culturel. Donc, ça peut être aussi les musées, potentiellement à voir, ça pourrait Mhm. vachement t'intéresser. Et je me suis noté aussi le design d'organisation. Si tu aimes Oui, vraiment les écosystèmes, tu vas t'éclater et il y a vraiment un marché en plein boom sur comment tu améliores en fait le travail entre différents acteurs. Ça touche aussi bien les institutions publiques que des entreprises de l'ESS ou entreprises tout court, hein. c'est Le design exactement ce que management. je fais. C'est vrai? Ah bah Oui, voilà, oui. trop bien. Bravo. Merci. Mais c'est trop cool. T'as le design management aussi qui peut être intéressant si t'aimes la partie Mhm. plus, c'est la partie plus psychologique aussi. Mhm. Ça peut être intéressant aussi, ça se développe très bien. Et donc du coup, pour candidater par exemple sur ce type d'offre, ça veut dire que généralement, il n'y a pas forcément marqué designer. Ça va être chargé de projet, développement partenarial, création d'écosystèmes. Il y a des termes plus flous que design, mais en fait, tu as clairement les compétences. Merci. Trop bien. Merci beaucoup Claire pour t'être prêtée à l'exercice. J'espère qu'en fait les personnes qui nous suivent aussi, ça a pu vous aider à voir comment on fait le lien entre tout ça et qu'on trouve en fait après un secteur d'activité dans lesquels on est vraiment des winners. Alors, je poursuis la petite présentation et comme ça, si on a un peu plus de temps par la suite, vu qu'il y a plein d'exercices, vous avez compris, hein, ça permettra du coup de pouvoir reprendre des personnes pour faire des choses. Alors, en fait, ce qui va être intéressant dans la construction de sa vision, ça va être d'identifier comment vous vous nommez en termes de métier. Alors là, c'est assez intéressant, c'est qu'actuellement, à la base, en fait, dans le designer, il y a aussi la dimension impact sociétal, c'est déjà sous-entendu dans le design. Sauf que maintenant, la problématique qu'on a avec notre nom de métier, c'est qu'il y a tellement en fait de déclinaisons, parfois c'est pas toujours très clair, qu'on a besoin de rajouter en fait un petit mot derrière. Moi, j'ai tendance à dire par exemple que je suis designer social. Selon les moments, parfois je dis que je suis designer de carrière. Comme ça, c'est vraiment plus clair. Donc, faut pas hésiter parfois à rajouter quelque chose qui vous permet de spécifier en fait votre singularité. Vous pouvez aussi fonctionner avec trois mots-clés. Les trois mots-clés, en fait, ça vous permet, par exemple, si on reprend l'exemple de Claire, d'avoir la partie transition, la partie une dimension systémique et enfin cette dimension analytique et empathique comme étant des axes de sa vision et en fait de structurer tous ses projets, sa façon en fait de communiquer autour de ça. Ça permet de singulariser davantage.
Ah, je prends juste la petite question d'Henriette. Comment valoriser notre expertise de designer dans des postes où le mot design n'est pas explicité? Comme le type de poste que tu conseillerais à Claire sur la création d'écosystèmes. Alors, en fait, il faut identifier que, par exemple, quand on candidate à un poste où en fait, il n'y a pas marqué designer, le design, en fait, est un atout. Pareil, le fait d'avoir un portfolio ou un book, c'est un truc en plus, vu que vous êtes face à des candidats qui ne vont pas du tout, en fait, amener de portfolio la plupart du temps, et pas cette compétence, en fait, de créativité, de conception. En gros, vous êtes un peu un joker, sur le marché. Ça veut dire que, par contre, il faut candidater en identifiant bien les attendus du poste. Parfois, il y a une dimension plus administrative ou une dimension plus financière. Donc, il faut rassurer sur en fait le socle de base, donc ce qu'il y a besoin d'avoir pour le poste, et après amener sur des choses en plus. Donc, généralement, en fait, pour ce type de poste, vous allez vous présenter comme designer et potentiellement chef de projet pour rassurer sur cette dimension-là. N'hésite pas, Henriette. Ah, ça répond à ta question. Merci beaucoup. Alors, se créer un slogan. Moi, j'aime bien parce que du coup, ça vous permet de réfléchir à une phrase d'accroche. Si on reprend la phrase d'Alain Findelli, améliorer l'habitabilité du monde. Bam! Vous voyez, ça claque, hein? Et quelle est votre petite phrase, en fait, qui vous permet, en fait, d'hacker, par exemple, un entretien, de bien débuter ou de conclure, en fait, proprement? Ça vous permet, en fait, de synthétiser votre vision en une phrase claire et impactante. Et après, n'hésitez pas à rédiger 3 à 5 lignes avec je suis, par exemple, une designer engagée, passionnée par l'innovation, l'entraide et la transmission. J'aime concevoir et propulser des projets qui transforment l'individu et la société. Donc là, c'est une version raccourcie en fait de ma vision. Moi, j'adore designer les gens, quoi, en gros, et des projets à impact. Euh, alors, pareil, à quoi ça sert d'avoir une vision forte? On se plaint souvent en tant que designer, en fait, que les gens ne comprennent pas notre métier. J'aimerais nuancer un point. En fait, les gens comprennent une partie du design. Généralement, ils vont comprendre le set design, donc la dimension esthétique. Certains, parfois, nous prennent pour des facilitateurs en intelligence collective. Donc, parfois, c'est aussi problématique. Ou il y a des personnes, en fait, qui vont comprendre la dimension numérique ou la dimension industrielle. Dans ce genre de cas, en fait, il faut rebondir. Il ne faut pas, en fait, se dire, oh, bah, encore quelqu'un qui comprend rien à mon métier. Pas du tout. Il comprend une toute petite partie. Donc, il faut rebondir et se dire, OK, bah oui, effectivement, dans mon métier, je pourrais faire du numérique. Mais moi, ma spécialité, c'est telle ou telle chose. Je vous dis ça parce qu'en termes de posture, c'est aussi important de ne pas se braquer parce que les gens ne comprennent pas tout notre métier. Et aussi d'un point de vue, en termes de pure humilité, moi, personnellement, je ne sais pas, mais je ne connais pas très bien ce que fait une boulangère. La plupart d'entre nous, on va se dire ça vend du pain ou ça fabrique du pain, alors qu'en fait, son métier est beaucoup plus complexe que ça. Donc nous aussi, c'est une acculturation aussi qui va des deux côtés. Du coup, si je reviens sur la question de la vision, en fait, plus votre vision, elle est forte, plus en fait, vous allez pouvoir avoir de l'impact sur d'autres domaines que celui du design. Donc, la plupart du temps, en fait, vous avez une influence. Déjà, il faut avoir une vision qui est assez forte pour soi-même. C'est quand même le premier point pour pas être influencé de tous les côtés, mais de se dire aussi qu'est-ce que moi j'ai envie de faire en tant que designer. Après, ça va commencer à monter autour de votre entourage. Puis en fait, vous allez potentiellement avoir une vision qui a un impact structurel. Donc, avoir de l'influence au sein de votre structure en tant que designer. Donc ça, c'est souvent au sein de votre domaine. Et après, quand vous commencez à monter, vous allez en fait avoir une vision qui a un impact potentiellement territorial, voire national, voire mondial. C'est pour ça qu'en fait, il y a certains designers qui sont très reconnus, et je vais citer Philippe Stark. Certains ne sont pas d'accord avec sa vision, mais en fait, sa vision, elle est quand même perceptible à un niveau mondial. L'idée, c'est pas forcément qu'on ait tous une vision qui a un niveau mondial, mais il faut que votre vision soit assez forte pour pouvoir rayonner au sein de votre structure. Parce que, ou sinon, en fait, vous allez clairement galérer et les gens vont vous dire après, oh, le design, ça sert à rien et ça coûte cher. Parce qu'en fait, l'impact et ce que vous faites n'est pas assez fort en termes de perception. Je crois qu'il y a une petite question. Comment trouver un slogan quand on est encore junior et que notre profil n'est pas encore certain? Oui, effectivement, Colline, c'est une bonne question. Ton slogan, généralement, c'est quelque chose que tu redis tout le temps ou quelque chose qui est très important pour toi.
Si par exemple, Colline, pour toi, c'est important de co-construire avec les usagers en situation de handicap, tu vois, tu vas avoir quelque chose dans ton slogan autour de l'inclusion. Mais c'est vrai que pour le trouver, il faut faire un petit peu plus la cartographie, creuser un petit peu, commencer à écrire des choses, et au fur et à mesure, ça va venir. C'est un peu un exercice rédactionnel. Hop. Alors, là, on va commencer à aller sur la question de la stratégie. Donc, en fait, on a une stratégie de différenciation. Donc, quand vous êtes en recherche d'emploi, ce qui va se passer, c'est comment vous vous différenciez des autres designers, mais aussi des autres métiers. Donc, soit vous avez une stratégie par compétence. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une double compétence au sein d'un même domaine. Par exemple, vous êtes designer graphique et designer d'espace. Donc ça, c'est une stratégie en acquérant une double compétence. Pareil, si vous êtes aussi une personne en reconversion qui avait fait du design ou autre chose, il faut garder votre ancien métier, hein. Je vous dis ça, c'est super important parce que parfois, il y a des personnes qui vont chercher un emploi en oubliant en fait qu'ils ont fait 10 ans de carrière dans autre chose. Sauf que si vous faites ça, vous êtes en fait désavantagé par rapport aux personnes qui ont fait l'intégralité de leur carrière en design. L'idée, en fait, c'est pas de balayer vos 10 ans précédents, mais tout simplement de capitaliser dessus. C'est une vraie beauté et une vraie richesse. Donc là, vous avez par exemple une stratégie de double expertise dans deux disciplines différentes. Et ça vous permet d'être recruté aussi sur des postes qui nécessitent cette double compétence ou une possibilité en fait de bien comprendre plusieurs métiers. Après, les stratégies que je préfère, c'est les stratégies par la mission et l'écosystème. La stratégie par la mission, ça vous permet en fait d'avoir une vision qui est tellement forte que les gens viennent vers vous. Je suis sûre que là, par exemple, si je vous demande de penser à un designer, bah il y a de fortes chances que vous pensez à quelqu'un parce que sa vision est forte et très claire. Donc en fait, ça sert à ça, en fait. Une vision, ça vous permet de vous-même, en fait, apporter votre singularité et de la communiquer efficacement. Et après, il y a l'approche de l'innovation disruptive. Alors là, c'est pour ceux et celles qui n'ont pas froid aux yeux. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vouloir creuser des domaines qui ne sont pas encore beaucoup explorés. Par exemple, le legal design, c'est le design dans le domaine du droit. Il est en pleine émergence. Progressivement, ça arrive, mais c'est pas encore là. Donc si vous allez travailler dans ce domaine-là, il y a de fortes chances que vous êtes dans une innovation un peu en mode disruptif, quoi. Vous arrivez, il va falloir en fait expliquer ce que vous faites, quel est le domaine que vous voulez créer. Pareil, avec mon asso, on travaille sur une forme de design qui s'appelle le design générationnel. C'est s'intéresser aux usages des différentes générations et créer du lien entre elles. En gros, ça nous permet de travailler sur la lutte contre la discrimination sur l'âge. Dans ce domaine, il y a très peu de personnes qui font des choses. Donc en fait, on arrive un peu en tant que pionnier et il faut en fait balayer un peu autour de nous, frayer le chemin. C'est pareil pour le design de service public. Il y a des gens qui ont été pionniers avant vous. Donc en fait, il ne faut pas se dire que parce que vous êtes parmi les premiers dans un domaine à faire ça, que vous n'avez pas votre place. C'est juste qu'en fait, soit ça va être plus facile parce que vous allez tout créer au démarrage, la vision aussi de cette pratique, soit ça peut être un peu plus challengeant parce que rien n'existe. Et après, je vais vous montrer le triangle de la réussite, juste après. Pareil, je vous invite à pouvoir vous positionner. Quelle est la stratégie que vous adoptez actuellement? Donc, vous pouvez mettre un petit chiffre et vous pouvez mettre un autre chiffre pour dire la stratégie que vous aimeriez adopter. Et celle du triangle de la réussite, c'est une stratégie par écosystème. En gros, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et on a plusieurs domaines ou activités en parallèle. Ah, super, Colline. N'hésite pas si tu as besoin de précision. Je suis sur le coup. Donc, ok, super. 2, 3. Ouais, c'est pas mal. C'est super en tout cas, Fanzia, parce que ça va te permettre d'avoir plus d'impact, surtout si tu as deux métiers différents. Du coup, tu es dans une hybridation potentiellement, c'est pas mal. Ça aide encore plus. Ok, stratégie actuelle, la 3. Ouais. Ok, super, ça c'est bien. Ok, un et 2. Ok. Pas sûr que ça soit vraiment disruptif. N'hésite pas à préciser dans quel domaine tu sois, Salomé. Bon, disruptif est un bien grand mot, hein. C'est juste que le domaine n'est pas très grand pour l'instant.
Ok, 2 et 5. Ok, super. Alors, je continue un petit peu, mais je vous lis, hein. Ok, alors, ça c'est la stratégie en fait que j'adopte personnellement. Ça s'appelle une stratégie par écosystème. L'idée c'est d'avoir trois piliers. Parce que oui, vous êtes bien plus qu'un travail, hein. Faut se le dire, vous êtes un individu à part entière et vous n'êtes pas seulement votre métier. Donc, l'idée, c'est que votre stratégie de carrière ne repose pas uniquement en fait sur votre travail ou vos études. Parce que sinon, si à un moment vous vous dites ah, mes études, c'est pas le kiff, c'est pas ce que je veux faire, ou votre travail, vous voulez en changer, comme moi récemment, bah, du coup, votre pilier, en fait, s'effondre directement vu qu'il n'y a qu'une seule chose. L'idée, c'est d'avoir une stratégie par pilier. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez développer par la suite un projet en fait personnel. Et votre projet personnel, c'est votre terrain d'expérimentation. C'est-à-dire que par exemple, vous voulez vous lancer dans le legal design, le design du droit, comme on disait tout à l'heure. Peut-être qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de postes pour l'instant. Donc, vous allez plutôt le mettre dans votre projet personnel, développer une pratique dessus, faire des collaborations, apprendre en fait, et ce qui va permettre par la suite que vous puissiez pivoter dans ce secteur-là. Ensuite, vous avez le bénévolat. Le bénévolat, j'adore ça. Parce que ça vous permet, surtout si vous faites de l'innovation sociale, de toujours rester ancré. Parce que selon dans quelle structure vous travaillez, vous êtes plus ou moins éloigné du territoire. Par exemple, travailler pour une région, vous pouvez être sûr et certain que vous voyez beaucoup moins en fait vos usagers que si vous travaillez pour une mairie où en fait ils peuvent vous dire bonjour tous les 4 matins parce qu'on est en hyper proximité. Ça, c'est des choses aussi importantes sur à quelle échelle vous voulez en fait travailler. Le bénévolat aussi, ça sert à étoffer son réseau en dehors du design. Parce que oui, la plupart des gens en innovation sociale qui vont vous recruter, c'est pas des designers. Donc si votre réseau est composé à plus de 50% de designers, c'est qu'en fait, il y a un problème. Ça vous aide pas dans votre recherche d'emploi. Il faut étoffer votre réseau en allant chercher des gens qui ne font pas du design, parce que c'est eux qui vont vous recruter. Tout, tout, tout. Donc voilà en fait comment j'ai fait en fait progressivement en travaillant du coup pour un département et en parallèle en fait en ayant design et collectivité, mon blog qui est devenu une activité à part entière. Voilà, vraiment les projets personnels, hein, gros potentiel, hein. Et ensuite vous avez l'association que j'ai créée et d'autres associations dans lesquelles je fais pas mal de bénévolat. Alors, je regarde juste le timing pour voir si on a un peu le temps. J'ai un petit peu accéléré sur le triangle de la réussite, mais l'idée, voilà, c'est de faire le triangle et d'essayer d'identifier trois pôles à partir, en fait, de ce que vous voulez faire. Ça vous permet de bâtir une stratégie de carrière qui ne repose pas uniquement sur un emploi. Et vous voulez savoir c'est quoi le meilleur? Le mieux, c'est qu'en fait, ça vous permet de contrer tous les gens qui vont vous dire «Oh, bah t'es jeune diplômé, du coup t'as pas d'expérience» ou «Ah ouais, t'as mis 6 mois ou un an pour trouver un emploi?» Ouais, et alors? Donc, toutes ces personnes qui vous disent ça, c'est qu'en fait, ils ne valorisent qu'une expertise en tant qu'emploi. Alors qu'en fait, si vous développez un projet personnel ou du bénévolat, ça vous permet de combler et d'avoir un effet où votre expertise en tant que designer est beaucoup plus forte. N'attendez pas que quelqu'un vous donne un emploi. Commencez à pratiquer votre métier, en fait. Tac, tac, tac. Alors, on va passer sur une des parties que j'adore, c'est la partie sur la communication. Donc là, l'idée, ça va être de communiquer efficacement pour attirer des opportunités. Alors, je regarde juste les petites questions. OK. Pour le bénévolat, comment cibler sa recherche en essayant d'éviter les plateformes trop généralistes? Ah oui. Alors, Clara, en fait, il faut identifier dans quel secteur tu aimerais, par exemple, trouver un emploi. Et si tu es en recherche d'emploi, essaie de trouver du bénévolat qui correspond, en fait, à la thématique. Par exemple, si tu veux travailler dans le domaine environnemental, bah, peut-être qu'en fait, tu devrais faire du bénévolat dans une association environnementale. Moi, c'est comme ça que j'ai tendance en fait à procéder pour augmenter en fait la perception de mon expertise et développer mes compétences et mon réseau dans ce domaine-là. N'hésite pas, Clara, si tu as besoin de prendre la parole pour préciser ta question, n'hésite surtout pas. Ah, j'adore. Alors, tac, tac, tac.
Alors, ce qui va être aussi important, c'est que là, on a vu beaucoup comment clarifier son profil. Donc, une fois que vous avez un profil clair, ça vous permet de faire des candidatures. Mais souvent, le piège, c'est qu'en fait, euh, malheureusement, en fait, la plupart du temps, on oublie en fait de communiquer efficacement sur nous. Et par communiquer, je ne parle pas forcément de LinkedIn, hein. Donc, un des points, une question que je peux vous poser, c'est peut-être, on va faire ça. Fermez les yeux un instant. Prenez du coup, voilà, fermez les yeux. Je vous invite à faire ça. Imaginez, il y a un recruteur qui veut absolument vous recruter, mais vraiment absolument. Vous êtes sa pépite, la personne qui correspond parfaitement à son profil, mais mince, il galère. Mais quand je vous dis qu'il galère, il est en souffrance depuis 6 mois, peut-être 8 mois. Et pourquoi en fait il est en souffrance? Parce qu'il n'arrive pas à vous trouver. Donc, vous pouvez rouvrir les yeux. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en fait, la plupart du temps, quand vous faites aussi un effort pour chercher quelque chose, il faut imaginer qu'il y a aussi de l'autre côté, sur le marché, des gens qui recherchent, en fait. Le marché de l'emploi, il n'est pas... Enfin, on a l'impression qu'en fait, c'est difficile, il n'y a que nous qui cherchons, mais c'est parce qu'en fait, ça correspond à 20% des offres. Et que 20% des offres qui sont visibles, et il y a 80% où intitulé mal formulé, pas clair, mal communiqué. Donc en fait, vous les voyez pas. Et en fait, ces gens-là qui vous cherchent et qui ont envie de travailler avec vous, il faut leur donner les moyens de vous trouver. Et ça, vraiment, ça change tout. Juste pouvoir faire en sorte qu'un chasseur de tête puisse tomber sur votre profil, ça, c'est génial. Se faire débaucher, c'est aussi génial. Et ça fonctionne aussi pour les collectivités territoriales. Truc de fou, j'avais une de mes collègues qui était chasseuse de tête. J'ai fait wow. Et pour des travailleurs sociaux. Donc vous imaginez le truc. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, la plupart du temps, vous ne pouvez pas avoir seulement une stratégie de recherche d'emploi où c'est vous qui faites tous les efforts. Il faut virer fainéant. Il faut faire en sorte que les gens viennent à vous. Et du coup, pour ça, il faut que vous travaillez votre vision, qu'elle soit forte. Et après, ça va vous permettre en fait de communiquer efficacement. Et pour ça, il y a 4 façons, je trouve, de communiquer. Communiquer en ligne, c'est quand vous allez concevoir des objets qui communiquent pour vous. Donc tout simplement, c'est par exemple, bien sûr, votre profil LinkedIn, ça peut être votre site internet. C'est les choses en fait qui communiquent pour vous en permanence sans que vous soyez là. La communication en physique. Parce que oui, en fait, c'est bien de communiquer en ligne, mais physiquement, faut être là. Quand vous allez à une conférence, quand quelqu'un vient vous parler, il faut pas totalement s'effondrer. Je sais que ça peut être intimidant, mais si vous avez parfois une bonne communication en physique, vous n'avez même pas besoin d'être présent en ligne, il faut être honnête. Parce que un réseau, ça s'entretient pas forcément uniquement en ligne, c'est du relationnel avant tout. Et ensuite, communiquer avec son réseau. Alors là, il y a des pépites. Là, ne serait-ce que dans votre réseau personnel, votre famille ou vos proches, il y a potentiellement des gens, en fait, qui peuvent vous aider à trouver un emploi. C'est juste qu'en fait, il faut leur demander et leur donner des informations très claires. En leur disant, écoute, je suis à la recherche de tel ou tel poste dans tel type de structure. Préciser des choses, ça peut aider la personne à trouver. Franchement, il faut transformer les gens en chasseurs d'emploi pour vous, hein. Clairement. Ça fonctionne en plus. Et communiquer avec son réseau, c'est aussi utiliser des outils adaptés. Je sais que la communication, c'est quelque chose qui fait peur, on a peur de s'exposer, mais vous n'êtes pas obligé de poster sur les réseaux sociaux, pas du tout. Une bonne communication, si vous êtes plutôt fan, par exemple, de juste parler aux gens ou de leur faire des calls visio, bah, vous leur envoyez un message et vous dites, ah, est-ce que tu serais d'accord de parler avec moi? Ça peut passer juste par des échanges, par de l'écrit. Vous pouvez aussi avoir un canal de communication qui est un podcast. N'hésitez pas, en fait, faites en fonction de ce que vous aimez faire, parce que ça doit tenir sur la durée, pas uniquement pendant la recherche d'emploi. Et communiquer sa vision, ça, c'est en fait comment vous faites en sorte d'avoir des espaces sur lesquels, en fait, on valorise votre expertise. Un tip, ce que je vous partage. Alors, moi, ce que j'adore faire, c'est inviter, en fait, les personnes, même les jeunes designers, à se dire que pendant la France Design Week, vous pouvez proposer un événement. Tout simplement, une rencontre. Et ça marche super bien. Parfois, il y a 5 personnes, vous êtes en petit groupe, il n'y a pas besoin d'avoir une vingtaine. Et en fait, parmi ces personnes-là, il y a des gens qui sont super intéressés. Donc, saisissez aussi les opportunités. Faites valoir votre expertise. Parce qu'en fait, c'est pas parce que vous êtes junior que vous êtes incompétent, bien au contraire. En fait, pour moi, c'est pas l'année de sortie d'études qui calcule que vous êtes compétent ou pas. Donc, en fait, il faut casser cette image-là assez vite.
Alors, hop, ça c'est un petit outil qui vous permet de faire un diagnostic de votre présence en ligne. Étant donné que je ne suis pas certaine qu'on aura le temps de le faire, ce que je vais faire, c'est que par la suite, je vais vous donner accès en fait à un klaxoon, un outil qui vous permettra en fait de faire la petite cible. Comme ça, vous pourrez la faire en autonomie et s'il y a besoin, vous m'envoyez un message et on en discute tout simplement. Alors, si vous voulez, par contre, ce qu'on peut faire, c'est que je peux inviter une personne en fait à essayer en fait de partager en fait sa stratégie, comment elle fonctionne, un petit peu comme Claire a pu le faire tout à l'heure. Comme ça permet aussi aux autres de pouvoir avoir des petites infos. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Ouais, vous êtes un peu intimidé, hein, c'est ça, parce qu'on parle de communication. Ah, merci Claire. Je vois que Astoria est partante. Ok. Oui. Si tu veux bien te prêter à l'exercice, hein, t'inquiète, personne ne va manger personne. Euh, du coup, pour Super. la communication, est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, on t'entend super bien. Merci beaucoup. Pour la communication en ligne, j'utilise essentiellement LinkedIn et Instagram, Mhm. où j'ai mon compte perso, mon compte pro et ma page qui est dédiée à ma démarche de création, de design d'objets. Pour la communication en physique, je vais à des événements pour m'instruire qui sont pas liés spécialement au design. Par exemple, j'ai assisté à plusieurs événements que les écosolis organisent sur Île de Nantes pour un peu parler de ma démarche et puis un peu entrechoquer les différents domaines et sensibiliser les gens sur le design et inversement. Enfin, c'est vraiment enrichissant en général. Mhm. Voilà. Sinon, pour communiquer avec son réseau, c'est vrai que je parle beaucoup de ma démarche à mon entourage, amis, famille, pour faire comprendre ce que c'est que le design, puisque même si c'est un métier qui est assez, enfin, qui est pas si récent que ça, il faut quand même un peu expliquer sa vision du métier, vu que chacune a sa vision. Et sinon, pour ouais, communiquer sa vision, ça c'est un petit peu plus. J'avoue que j'ai un petit peu de mal à cerner ce point-là. D'accord, pas de souci. Alors moi, j'ai tendance à en faire aussi un canal de communication à part entière, vu que c'est un peu oublié. C'est pour ça aussi que ça peut être un peu moins évident. Alors, ce que je te propose de faire, c'est déjà la première question que je dois te poser. Enfin, comment tu es à l'aise en termes de communication? Est-ce que tu préfères parler aux gens? Est-ce que tu préfères leur écrire? Est-ce que tu préfères juste lire? Voilà, quel est ton atout en termes de communication? Parce que du coup, la stratégie de communication, pour moi, c'est important qu'elle se base là-dessus pour pas s'épuiser. Alors, ce que j'ai fait en général, parce que c'est assez récent que je me suis lancée là-dessus, j'ai plutôt fait ça à l'écrit, avec des petits visuels pour qu'il y ait un petit peu des petits quelque chose qui attrape l'œil. Mais là récemment, je suis un peu en train de voir pour faire plutôt du format vidéo. Pas forcément encore parler, ça ce sera encore une étape suivante, mais en Mhm. tout cas un peu illustrer les différentes étapes de création, un peu montrer les coulisses parce que c'est ce que j'aime aussi comme contenu sur les réseaux. Ok, bah, c'est trop bien parce que déjà, j'espère que tout le monde a bien écouté ce que tu as dit, parce que tu fais déjà deux choses intéressantes. Déjà, tu communiques, mais bien sûr, tu en fais aussi quelque chose qui est un objectif aussi pour toi de bien-être, qui permet de développer tes compétences. Ça te permet de pas t'épuiser juste à communiquer pour la recherche d'emploi. Donc ça, c'est vraiment un super plan. Après, si tu es doué pour faire des visuels et de la vidéo, ce qui peut être aussi pas mal, c'est de le mixer par exemple avec la partie réseau. Ou si tu parles par exemple avec quelqu'un d'inspirant ou que tu fais une conférence, il y en a qui font par exemple de la facilitation graphique. C'est souvent très apprécié et pas mal relayé sur les réseaux sociaux parce que ça fait un peu une sorte de petit cadeau et les personnes aiment bien. Une autre façon de procéder sur la partie vision.
bah, justement, ça peut être en fait faire une petite vidéo, ça peut être du motion design ou juste des visuels qui expliquent en fait quels sont les points importants pour toi en design. Et une petite anecdote aussi, c'est que la plupart du temps, quand on parle d'avoir une approche centrée usager, le mot usager couvre un peu pas mal de choses. Alors qu'en fait, il y a des designers qui sont centrés sur l'individu. Moi, je suis un peu dans cette team-là. Il y en a d'autres qui sont centrés communauté. Il y en a d'autres où, quand ils entendent usager, c'est plutôt partenaire. Donc, en fait, c'est bien d'identifier quelle typologie d'usager avec lequel vous aimez beaucoup travailler parce que ça oriente aussi votre pratique. Donc, ça peut être, tu vois, des petites choses qui peuvent nourrir ta vision de ce côté-là. J'ai oublié de préciser pour la communication physique que j'ai pu exposer mon travail pendant la France Design Week en septembre. Et Trop ça, bien. c'était un gros point où j'ai pu parler avec des designers ou des clients potentiels et surtout avec les membres de l'asso Kernel. Donc voilà, petit big up. Ouais, trop une bonne asso. Mais ça, c'est super parce que déjà, le simple fait de rendre visible ton travail, de créer aussi des espaces où tu peux le faire, ça accroît aussi ton expertise aussi perçue et réelle aussi, tout simplement, parce que faire une expo, c'est pas, c'est pas évident. Pareil sur la présence en ligne. Un point important, c'est de capitaliser son travail. Parce que par exemple, les réseaux sociaux, en fait, bah, c'est du contenu en fait qui a une date de péremption. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un site internet, vu que c'est notre maison numérique, dans laquelle en fait tu peux republier, repartager en fait ton contenu. Et après, il y a plein de stratégies qui te permettent de moins t'épuiser. C'est-à-dire qu'en fait, si tu fais un contenu, par exemple un visuel, essaye de le réutiliser au moins 3 fois. Par exemple, tu peux le réutiliser dans un mail, tu peux le réutiliser pour faire un article de blog, tu peux le réutiliser par la suite pour faire une publication. En fait, si dans votre stratégie de communication, vous pensez vraiment en mode comment j'optimise et que quand je fais un truc une fois, je peux le réutiliser 3 fois, franchement, ça fait la différence. Mhm. Est-ce que Merci pour ça. ça te va comme conseil? N'hésite Ouais, surtout pas. vraiment. Merci. Merci à toi de t'être prêté à l'exercice. Euh, je vois qu'Emma avait une petite question, donc je vais prendre la question d'Emma. Comment faire pour atteindre les bonnes personnes avec notre communication, autre domaine, et pas seulement les profils similaires aux nôtres? Alors, c'est une super question. Moi, ce que j'ai tendance à faire, si on parle par exemple de LinkedIn, à proprement parler, j'ai tendance aussi à ajouter des personnes qui sont en dehors de mon domaine, en fait, de design, qui sont par exemple dans une thématique qui m'intéresse. Bon, en ce moment, j'ai une hype sur le RH. Donc, j'ajoute des RH, en fait, dans mon réseau LinkedIn. Donc, ça permet, en fait, déjà de rééquilibrer. Ensuite, sur la communication, une fois que tu as un peu rééquilibré tout ça, il faut aussi avoir des messages qui sont pas trop jargonnants. Parce qu'en fait, bon, vous voyez, aujourd'hui, je parle pas mal de design de service et tout, parce qu'on se comprend, on est entre nous. Mais techniquement, il faudrait que je sois plus inclusive si en fait si je veux communiquer en fait avec d'autres personnes qui s'initient ou qui comprennent pas très bien le design. Donc il y a aussi la communication. Et enfin aussi, c'est de demander qui est-ce que tu aimerais toucher. Et là, on utilise le design et on se dit, OK, si la personne que je veux toucher, c'est, on garde l'exemple des RH, une RH par exemple, quel type en fait de communication est-ce qu'elle aurait besoin d'avoir pour s'intéresser à mon profil? Qu'est-ce qui pourrait lui plaire? Ou tout simplement parler à des personnes, immersion, hashtag, et du coup voir un petit peu ce qui les intéresse. Ça permet d'utiliser nos méthodes de design pour mieux communiquer. Voilà, designer sa communication. Moi, j'aurais procédé comme ça si vraiment j'avais aucune idée de ce qui pouvait intéresser ma cible. Emma, n'hésite surtout pas si tu as besoin de précisions ou de conseils supplémentaires. Trop cool. Euh, ah oui, pardon, j'étais un peu vite. Alors, donc, vous pourrez, voilà, par mail, s'il y a besoin, vous pourrez vous inscrire parce que je pense que je vais faire un atelier sur améliorer sa stratégie de communication. Comme ça, au moins, 2026, on part sur des bonnes bases. Alors, ensuite, ça va être le moment de parler CV. Donc, là, pareil. Je vais vous inviter à faire une petite chose, donc c'est-à-dire si vous avez votre CV sous la main, c'est le moment de le dégainer ou de le prendre sur une fenêtre à côté, parce que je vais vous énoncer en fait des choses en fait qui sont
Soit pour certains recruteurs, ça les hérisse, soit tout simplement, en fait, c'est des erreurs qu'on commet et qui valorisent pas notre profil. Donc n'hésitez pas à prendre un CV sous la main. Et bien sûr, si quelqu'un veut participer, pouvoir en fait avoir des retours un peu sur son CV en direct, n'hésitez pas, je n'impose pas, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, oui, sur votre CV. Alors, en fait, la première chose, parfois, c'est juste la hiérarchisation d'informations. Il y a des choses, en fait, qui sont pas claires. Ou, en fait, on voit plus parfois que vous êtes en... C'est pas que vous avez fait un stage, que votre prénom. Parfois, c'est un peu... Il y a un déséquilibre dans les typos. Donc ça, c'est des choses, en fait, de base en termes de graphisme. Après, il y a des choses en fait qui sont un peu plus challengeantes, c'est notamment avec les ATS. Donc, il y a des sites en fait qui vont vous permettre de vérifier si l'IA peut lire votre CV. Et généralement, quand on a un CV qui est trop graphique, c'est-à-dire avec par exemple une mise en page qui est trop technique, l'IA, elle aime pas trop parce qu'elle a du mal à comprendre. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est parfois, à partir de votre PDF, vous voyez les PDF accessibles, vous pouvez en fait travailler en fait pour que le texte soit inclus aussi dans le PDF en mode accessibilité. Ça améliore un peu la lisibilité pour les IA. Voilà, puisque les IA ont besoin d'accessibilité aussi. Ce qui va être intéressant aussi, ça va être de faire attention à pas faire cette erreur. Donc, de pas mettre les formations avant, en fait, la partie expérience. Donc ça, c'est si vous avez, en fait, des blocs un peu les uns sur les autres. Ah, je vois qu'il y a un petit message dans le chat. Ah ouais, c'est vrai. Meredith, c'est une très bonne idée. Alors en fait, ça marche, Meredith, si tu fais ça, si tu candidates par exemple dans des agences ou dans des structures, comme ça, tu es tranquille en fait. Mais c'est bien de mettre aussi parfois le CV dans le portfolio. Mais parfois, si tu candidates par exemple pour une institution publique, ben en fait, eux, le portfolio, ils connaissent pas. Et du coup, t'as pas toujours la place de le mettre dedans. Donc parfois, où ils te demandent les deux. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir un peu les deux en séparé. Comment trouver le juste équilibre pour mettre en avant l'expérience pro, les projets perso et le bénévolat? Alors, en fait, ça, c'est hyper intéressant. Dans votre CV, parmi les choses qu'il faut faire pour que ça fonctionne bien, c'est qu'il ne faut pas dupliquer en fait le portfolio. En gros, en fait, dans le portfolio, si vous mettez la même chose qui est sur le CV, vous avez une redondance. En fait, chaque support est censé être différent. Pareil dans la lettre de motivation. Vous n'êtes pas censé en fait trop répéter les choses. C'est censé se compléter parfaitement. Donc, par exemple, moi j'ai une rubrique dans mon CV qui est bénévolat. Donc en fait, j'ai tendance à mettre en premier expérience professionnelle, ensuite je mets engagement, par exemple, pour parler du bénévolat. C'est un peu plus fort parce que j'ai un petit côté engagé. Et après, dans les projets personnels, moi, j'ai tendance à les mettre dans les expériences personnelles, dans les expériences professionnelles. Parce que je considère que c'est pas parce que vous êtes en train, par exemple, de faire un projet pour vous-même que ça vaut moins qu'un projet en entreprise ou fiction personnelle. Mais ça permet, en fait, de les replacer au même niveau, surtout lorsque vous débutez et qu'en fait, vous avez beaucoup de stages. Si vous avez un projet personnel, hop, vous pouvez le mettre à ce niveau-là. J'ai même eu une de mes étudiantes, c'était incroyable, elle mettait ses workshops pour indiquer les thématiques. Donc il y a des rubriques aussi que vous pouvez rajouter en plus. Alors, hop. Donc ce qui va être intéressant. Sophie, n'hésite surtout pas à me dire si j'ai bien répondu ou si tu as besoin de compléments. Voilà, n'hésite pas. Alors, ce qui va être intéressant du coup, alors attendez, je regarde juste un truc dans l'ordre de mes slides, excusez-moi. Ok. J'ai oublié un petit truc sur la partie CV. Donc, en fait, sur la partie CV, donc il y a l'erreur de ne pas en fait bien mettre les rubriques, c'est-à-dire qu'en fait vos formations, vous les mettez en bas. En fait, il faut toujours vous projeter dans la logique où imaginez que vous avez 10 ans d'expérience de plus. Là, honnêtement, la formation que vous avez faite, c'est pas ce qui va vous aider à trouver un emploi. À part si vous passez par un réseau d'alumni ou de pairs où là, ils sont plutôt en train de se dire, ah, toi, tu viens de telle école, ok. Mais la plupart du temps, en fait, ce qui va compter, c'est vos expériences professionnelles. Donc ça, on va les mettre d'abord. Ensuite, si vous mettez des loisirs, il faut en fait rajouter quelles compétences ça vous apporte. Si vous êtes une championne de surf, bah en fait, quelles compétences ça t'apporte? Entre parenthèses, résilience, esprit d'équipe, fermez la parenthèse. Vous voyez? Ou sinon, vos loisirs ne servent absolument à rien. Désolée, mais
À part quelqu'un qui se dit, ouah, moi aussi, je sais faire du surf, ça permet pas en fait de valoriser votre profil. Et ensuite, là, c'est vraiment une clé qui est hyper importante et qui fait la différence dans les CV, c'est de mettre les impacts. Les impacts, c'est concrètement, bah, pour telle expérience, quel impact vous avez eu en tant que designer dans la structure. Peut-être que vous avez animé un atelier de 100 personnes. Voilà, je prends un gros chiffre, mais ça peut être beaucoup plus petit. Peut-être que grâce à votre contribution, vous avez permis de diminuer le non-recours aux droits. Ça, en fait, c'est 3 petits points, par exemple, par expérience, et ça vous permet d'amener du concret. Vous pouvez aussi le faire, par exemple, sur un projet emblématique, mettre 3 petites informations. Ça vous aide vraiment à avoir plus de profondeur. Et aussi sur un bon CV, pour moi, il faut mettre un peu sa vision. Sa vision, c'est vraiment 2, 3 lignes qui permettent de comprendre quel est votre profil. Parce qu'en fait, parfois, si on lit juste vos expériences, surtout si vous avez un parcours qui est éclectique ou qui n'est pas, on va dire, en ligne droite, je mets des gros guillemets, ben, en fait, il y a des gens qui vont pas comprendre pourquoi bah, d'un coup, vous êtes allé à Dunkerque travailler sur de l'agriculture et qu'après, vous postulez pour un emploi pour la petite enfance, par exemple, pour être designer dans ce domaine-là. Il y en a, ils vont pas comprendre le lien. Alors qu'en fait, oui, pour vous, c'est logique, c'est le prendre soin. Donc ça, c'est votre vision et il faut l'expliciter un petit peu. Tac, tac, tac. Je regarde juste les questions. Bah, trop bien. Merci beaucoup, Sophie. Et dans le cadre d'une reconversion, comment mettre en avant le dernier diplôme obtenu et l'expérience associée? Bah, en fait, c'est au niveau de la structuration de tes expériences. Fanzia, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre en haut ton expérience en fait de design. Tu vas le mettre tout en haut en premier. Et après, tu vas pas renier ce que tu as fait précédemment. Il y a 2 options. C'est soit en fait ce que tu as fait précédemment, tu fais en sorte en fait de réécrire ou de réexpliquer le lien que ça a par exemple avec ta formation en design, en fait. Soit tout simplement, c'est que tu considères que c'est assez proche. Imaginons en fait que tu étais chef de projet digital et qu'après tu te formes en UX design. C'est assez proche. Donc en fait, là, tu as moins cet enjeu-là. Si tu as vraiment 2 domaines très éloignés, il faut que tu raccroches un petit peu. Moi, je suis pas forcément d'avis d'enlever ces expériences que je trouve intéressantes parce que ou sinon, d'un point de vue professionnel, on va se dire, ah, elle a moins d'expérience professionnelle, alors qu'en fait, pas du tout. Touc, touc, touc. Et après, le diplôme, en fait, pareil, moi, je le laisserai en fait dans... Je le mettrai en bas, toujours, parce que je considère qu'en fait, c'est pas un diplôme qui fait forcément un bon designer, c'est vraiment la pratique que vous développez. Et aussi, pour certains recruteurs, le fait de voir que vous êtes sorti trop juste, ou là, par exemple, ça fait 2 mois de formation, il y en a certains, ils font flipper des juniors, alors qu'en fait, c'est pas parce que vous êtes junior que vous êtes incompétent. Donc, du coup, moi, j'ai tendance à pas matraquer le côté junior trop fort. Voilà. D'où le fait de mettre un peu les études un peu plus bas. Alors, du coup, je regarde la question de Colline et après on passe au profil LinkedIn. Alors, pour les juniors qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle longue, on m'avait conseillé de présenter les stages en mettant en avant les postes occupés et les savoir-faire mobilisés et d'indiquer la mention stage en second temps afin que les recruteurs voient directement le potentiel et pas l'aspect scolaire. Mais oui, mais totalement, Colline, je suis d'accord et j'ai oublié de le mentionner, effectivement aussi. Merci. Effectivement, si vous mettez sur votre CV en gros CDD, stage, mais qu'en fait ça prend une place qui est trop grosse par rapport à l'intitulé du poste, ça marche pas. Et pareil, enlevez les mentions junior, y compris sur vos lettres de motivation. Mais on va y venir de ce côté-là. Hmm. Alors, pour un profil généraliste, est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs CV? Bien sûr que tu peux avoir plusieurs CV. C'est juste qu'en fait, il faut pas t'épuiser en refaisant 15 fois ton CV, hein. C'est plus ça. Ah bon, c'est soit tu en as 3 et tu te dis ça va, c'est bien calibré, même s'il y en a qui disent qu'il faut mettre à jour les CV pour chaque offre, mais si tu dois faire 100 candidatures, à un moment, avoir 100 CV, ça... Bon, je sais pas. Moi, je suis pas... Vous avez compris, moi, j'essaie d'optimiser mon temps et mon énergie. Donc, je suis pas pour avoir trop de CV. Mais par contre, si tu es généraliste, oui. En fait, c'est pas tant le fait que tu sois généraliste qui fait que tu dois avoir plusieurs CV, mais plus les domaines que tu vises. Si par exemple, imaginons, tu veux travailler dans l'aéronautique et de l'autre côté, tu veux travailler dans l'agriculture et qu'il n'y a vraiment aucun lien entre les deux, bah oui, tu fais 2 CV différents.
Et en fait, les deux CV différents, c'est juste que tu as peut-être les mêmes expériences, mais tu vas les raconter différemment. Peut-être sur l'aéronautique, il y aura un côté un peu plus technique, et peut-être qu'en fait, sur la partie agriculture, il y aura un côté un peu plus environnemental, engagement, lien avec la terre, tu vois. Euh, Léonore, je réponds à ta question dans quelques petites secondes. Je continue un petit peu les slides. Donc, pour mettre à jour son profil LinkedIn, ce qui va être important, c'est d'avoir un titre percutant, une bio à jour et une bannière avec votre vision. Dans le titre percutant, moi, dans mon titre, j'ai par exemple designer social. Et en fait, figurez-vous qu'il y a plein de gens, enfin, j'ai UX designer social, il y a plein de gens en fait qui me parlent parce qu'ils disent, ah ouais, tu peux faire du numérique et avoir un impact social positif. Et en fait, le titre incite aussi les personnes à cliquer ou non sur votre profil. Donc n'hésitez pas. C'est pareil avec la petite émoticône. Vous voyez, certaines personnes, ils ont par exemple un oiseau. Moi, j'ai un soleil, hein. En fait, c'est juste que quand vous êtes dans les résultats de recherche, ça attire l'œil. Ça sert juste à ça, en fait. Donc, c'est des petits tips que vous pouvez utiliser. Ça vous aide un peu à remonter dans les résultats. La bannière avec votre vision, c'est pas mal parce que ça vous permet, en fait, tout de suite, quand la personne en fait arrive sur votre profil, ça lui donne les clés de lecture. Parce qu'en fait, la bio est un petit peu plus basse. Donc du coup, ça permet un peu comme un site internet. On a les bonnes infos, on voit votre tête qui sourit, c'est top. Euh, alors, sur LinkedIn, je vais être très honnête, il faut avoir au moins 500 contacts, je trouve, parce que en dessous de ça, votre réseau, il n'est pas efficace. C'est-à-dire qu'en fait, LinkedIn, il va soit vous montrer toujours un peu le même type de poste, soit quand vous allez vouloir publier ou dire à quelqu'un, écoute, je suis en recherche de stage ou d'emploi, ben, en fait, vous n'avez pas une visibilité qui est assez grande. Ça sera très peu couvert, à moins que les gens republient beaucoup. Donc, ajoutez au moins 500 contacts. Et comme ça, c'est tranquille. Pour trouver des contacts inspirants, pareil, toujours petit big up à la PCI, moi je regarde sur le site de la France Design Week. Et en fait, vous voyez les personnes qui ont fait des événements, vous pouvez filtrer en fonction de ce qui vous intéresse. Et à partir de ça, moi, ça me permet d'ajouter des gens. Donc là, si c'est plutôt des designers, vous pouvez faire comme ça. Ou sinon, vous regardez des salons. Et vous regardez, par exemple, ah bah il y a un salon sur l'environnement. Je vais regarder quelle personne en fait travaille dans telle structure, sur telle thématique. Les événements, ça vous aide aussi à trouver des personnes qui sont dans votre secteur, enfin dans le secteur qui vous intéresse, mais que vous ne connaissez pas forcément. Alors, j'avance un tout petit peu et après je reprends les questions. Donc ça, j'ai un petit peu expliqué. Ah ouais, alors la lettre de motivation. Alors, pareil. Ça, c'est un point vraiment sur lequel il faut faire hyper attention. Quand vous mettez dans vos lettres de motivation fraîchement diplômé de telle école, alors là, c'est comme si vous vous tirez une balle tout seul, hein. Parce qu'il y a des gens, ils sont vraiment flippés des profils juniors. Il n'y a pas de raison, comme je disais tout à l'heure, mais en fait, le fait de mentionner et de matraquer que vous êtes un profil junior, c'est pas une bonne idée, en fait. Il faut vraiment vous présenter comme un professionnel. On se projette toujours avec 10 ans d'expérience. Moi, j'ai fait le master design de Nîmes. Si je dois candidater sur un truc, je vais pas le rappeler, en fait, à chaque fois, vu que ça n'a pas d'intérêt. En plus, c'est déjà mis dans le CV. Donc, du coup, vous essayez, en fait, de vous présenter de la façon la plus professionnelle possible. Ensuite, une lettre de motivation, c'est vraiment comme un Reels. Donc, il y a un petit hook, vous voyez, une phrase d'accroche au début. Donc, la phrase d'accroche au début, c'est pas «Je candidate à cette offre». La phrase d'accroche, c'est vraiment votre vision. C'est-à-dire, par exemple, réenchanter l'expérience vécue des patients, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je candidate en fait pour ce poste parce que nous partageons les mêmes valeurs. Vous voyez, ça claque pas de la même façon en fait. Et après, vous allez pouvoir dérouler en fait sur, par exemple, le je ou le vous. Le je, c'est en fait vous présenter. Le vous, en fait, c'est la structure. Et là, c'est pas mal d'aller chercher quand même des trucs intéressants sur la structure. Et ensuite, par truc intéressant, c'est les projets, hein, ce que je veux dire. Et le nous, alors ça, c'est une des briques, en fait, qui est souvent oubliée. Le nous, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comment vous vous projetez dans la structure. Ensemble, nous pourrions, par exemple, travailler sur des ateliers de co-création en intelligence collective avec les patients en situation de handicap. J'aimerais aussi pouvoir profiter de mon intégration dans la structure pour, par exemple, partager des compétences. En gros, vous parlez de vous, mais vous facilitez en fait la compréhension et l'intégration en fait de votre profil au sein de la future équipe. Ça, en fait, c'est un paragraphe qui est très important parce que une personne en fait retient bien ce qui est au début
et en fait, retiens bien aussi ce qu'il y a à la fin. Donc, il faut tout de suite qu'en fait, à la fin, vous lui mettiez un petit peu en tête l'idée que vous pouvez faire partie de l'équipe et ce que vous allez apporter, mais sous la forme d'un nous et pas uniquement d'un jeu. Voilà, c'est une petite subtilité. Je réponds du coup à tout. Léonore, merci beaucoup pour ta patience. Alors, est-ce plus intéressant de lister le plus d'expériences ou valoriser les apports et le détail de chaque mission? Pour une question de place. Moi, je dirais que c'est plus intéressant de valoriser les apports et le détail en fait de chaque mission. Parce qu'en fait, il y a peut-être des missions où par rapport à l'offre ou on va dire ce que ça t'a apporté, c'est pas ouf et c'est OK en fait, tu vois, tout simplement. Et après, ou sinon, ce que tu peux faire éventuellement, c'est faire un lien avec le book. Donc en fait, dans le CV, tu as un truc un peu qui peut être un peu synthétique, mais quand même détaillé. Voilà. Mais après, derrière, tu peux faire le lien avec le book. Après, si tu as beaucoup d'expérience, normalement, tu peux quand même aller sur 2 pages, tu vois. Mais ça, c'est que tu en as vraiment beaucoup et tout. Après, généralement, pour les profils plus juniors, les gens n'aiment pas trop qu'il y ait 2 pages parce qu'on dit que, bon, quand tu as 2 pages, c'est vraiment que tu as une carrière bien construite. Voilà. Mais pareil, on peut sortir des codes. Tu peux aussi positionner la feuille différemment à l'horizontale si tu veux plus de place. Petite technique parfois, ça peut aider. Alors, Colline dit, tuk. Euh, alors, non, j'ai déjà lu Colline, je me suis perdue. Tac. Alors, je me suis clairement perdue dans la lecture des messages, désolée, je reviens dessus. Hum. Ah, super. Alors, c'était Amélie. Pour un profil généraliste, donc ça j'ai déjà lu. Ah bah en fait, il n'y a pas d'autres questions. Alors bon, bah c'est super. On va continuer de dérouler, comme ça je vais essayer de ne pas vous libérer trop en retard. Donc je vais accélérer un petit peu. Alors, sur la question aussi des ATS. Donc, les ATS, en fait, c'est vraiment l'utilisation de l'IA. Moi, je ne suis pas contre l'idée d'utiliser l'IA pour en fait vous aider à faire des lettres de motivation. Par contre, je veux un gros warning là-dessus. Vous pouvez, pour utiliser l'IA efficacement, il faut que votre vision en fait soit stable. C'est-à-dire qu'en fait, il faut lui faire un texte avec votre vision, vos expériences, votre CV, potentiellement votre book, pour en fait après lui dire aide-moi à faire la structure je, vous, nous. À partir de cette base, vous allez retravailler en fait votre candidature parce que souvent c'est un peu verbeux hein, et avec beaucoup de phrases un petit peu longues. Et surtout, en fait, vous pouvez lui dire, lui mettre l'offre d'emploi pour qu'il l'ajuste entre ce que vous, en fait, vous avez comme expérience et l'offre d'emploi, vous permettre de sélectionner des choses pertinentes. Ça peut vous permettre de gagner du temps. Mais ça marche uniquement si votre vision est rédigée en amont et aussi si vous le corrigez derrière. Parce que sinon, clairement, il y a des... il y a des choses bizarres hein, qui se passent. Alors, pour les candidatures spontanées, alors je vais vraiment vous partager un truc. Et si vous ne devriez retenir qu'une seule chose, ça serait ça. Si vous faites des candidatures spontanées en demandant aux gens, euh, est-ce que vous recrutez actuellement? Est-ce que c'est possible d'avoir un emploi? Le problème avec ça, c'est qu'en fait, on vous dit oui ou on vous dit non. Sauf qu'en fait, si les gens peuvent vous dire non trop facilement, en fait, vous avez beaucoup plus de chances qu'on vous réponde non. Il y a des gens, en fait, qui vont vous dire non par défaut, alors qu'en fait, peut-être que si vous commencez à travailler avec eux ou à échanger avec eux, ils vont vous dire oui. Question de perception, question de timing parfois. L'objectif quand vous faites une candidature spontanée, c'est vraiment d'essayer d'entrer en contact avec la structure. Pourquoi on essaye d'entrer en contact? Parce que potentiellement c'est un secteur qui vous intéresse, ça va vous permettre d'avoir plus d'informations et quand bien même la structure vous dit non, bah elle va vous transmettre des contacts. Vous pouvez lui dire bah est-ce que tu connais d'autres acteurs du domaine? Donc ça vous permet de rebondir 3 fois plus vite. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Dans une candidature spontanée, on partage sa vision en lien aussi avec la structure pour montrer en fait son expertise. On n'est pas du tout en mode fraîchement diplômé de... Vous avez compris, hein? Faut pas se présenter comme ça. Et vous allez en fait dire, est-ce qu'il serait possible d'échanger ensemble pour identifier les formes de collaboration possibles? Ouvrez la parenthèse, emploi, mission, collaboration, 3 petits points. Fermez la parenthèse. Ça fait une grosse différence parce que du coup, la personne va
potentiellement vouloir échanger avec vous. Bien sûr, vous êtes en recherche d'emploi. Néanmoins, si la personne a potentiellement une mission, quelque chose d'intéressant à vous proposer, ça ne veut pas dire que derrière, elle ne pourra pas vous embaucher. Vous êtes juste en train de faire le fameux triangle, comme je vous disais, de la réussite, qui vous permet d'étaler en fait votre stratégie de carrière. Et parfois, il faut être honnête, quand on est au chômage et que c'est difficile de trouver un emploi, c'est bien aussi d'avoir un peu de beurre dans les épinards avec de l'argent qui peut rentrer parfois. Même si on est d'accord, être freelance ou faire des collaborations avec des structures, c'est pas toujours en fait ce qu'on veut. Donc, ce qui est important aussi, c'est de se rendre visible. Quand vous faites une candidature spontanée, il faut aussi se rendre visible par la structure, liker de temps en temps ses posts, faire en sorte qu'elle vous identifie et surtout ne pas envoyer en fait à une boîte mail générique, à part si vous êtes sûr que la personne derrière puisse voir votre mail. Généralement, vous allez sur LinkedIn, vous regardez par exemple qui sont les employés et sur LinkedIn, parfois il y a des contacts et vous pouvez en fait les récupérer ou tout simplement ça nécessite en fait d'appeler parfois la structure, de demander en fait un contact et d'envoyer le mail après. C'est un peu plus d'étapes, mais en fait, parfois, vaut mieux 2 étapes de plus et en fait avoir une chance d'échanger avec une personne. Voilà, touc touc touc. J'avance un petit peu. Donc ça, c'est un peu ce que je vous ai raconté à l'oral. Ah oui, alors sur le book, pareil. Il y a vraiment des trucs en fait qui sont pour moi pas bien calibrés. Alors j'accélère un petit peu, mais je vous enverrai la présentation. Alors pour moi, il y a 4 façons de faire un book qui sont efficaces, sachant que un point qui est important, tout le monde en fait peut faire des projets. Dans un book, l'idée c'est de vous valoriser, vous, pas les projets. Parce que sinon, vous êtes dans une stratégie de faire un book d'entreprise. Une entreprise, elle met plutôt en avant des projets, tandis que vous voulez un emploi. Donc en fait, parfois, sur un book, en fait, on ne comprend pas quelle est la vision de la personne, qu'est-ce qu'elle peut apporter en termes de compétences. Donc dans votre book, pareil, on enlève tout ce qui fait trop jeune diplômé ou projet étudiant. Il faut vraiment l'enlever du book, hein. Comme ça fait vraiment que vous êtes professionnel. C'est pas grave si vous avez fait un projet étudiant. La plupart du temps, en plus, c'est des projets qui sont rémunérés, mais c'est pas vous qui touchez l'argent, c'est la structure. Donc on les considère comme des projets professionnels à part entière. Alors les 4 types de books, c'est le book chronologique. Là, ça fonctionne uniquement si vous avez pas mal d'expérience. Parce que sinon, à moins d'avoir un parcours de designer à l'âge de 7 ans, ça va être compliqué. C'est que vous allez classer vos projets par ordre chronologique. Donc pareil, si vous avez fait par exemple un DNMed après un master, faites pas un book chronologique parce que généralement, vos projets de DNMed sont souvent moins bons que vos projets de master. Et en fait, les premiers projets d'un book sont ceux qui sont les plus regardés avec les 2 derniers. C'est en fait une question de mémorisation et de lecture, un peu comme la lettre de motivation. Donc, book chronologique, pour la plupart d'entre vous, c'est pas une bonne idée. Le book par métier, pour les personnes qui sont en reconversion, qui ont 2 métiers qui sont intéressants, vous pouvez scinder en 2 parties. Facilitation d'intelligence collective, designer de l'autre côté, par exemple. En tout cas, si vous n'arrivez pas à faire une hybridation entre vos métiers. Parce qu'en fait, il y a une façon de procéder où vous allez retravailler votre méthodologie de design en hybridant avec vos compétences que vous avez acquis dans d'autres disciplines. Ça marche pas uniquement pour les personnes en reconversion, c'est juste que par exemple, si vous avez vraiment des expertises fortes, il faut les hybrider avec votre process de design. Je reprends l'exemple de Claire qui disait que elle, par exemple, elle était vraiment super forte en analyse, écoute et empathie. Techniquement, sa brique d'immersion, elle est beaucoup plus grosse qu'une personne, entre guillemets, qui fait du design de façon lambda. Donc, ça peut apparaître dans son processus si on devait faire une petite frise avec les différentes étapes de design. Si je reviens sur le book par la vision. Donc là, c'est que vous allez définir votre vision, identifier 3 points clés, et à partir de ces points clés-là, vous allez en fait pouvoir en fait structurer votre book. Vous rangez le projet en fonction de votre vision. Par exemple, réenchanter l'expérience passion. Je vous disais ça tout à l'heure. Hop, vous allez trier les projets qui vont de ce côté-là. Vous allez peut-être avoir structuré en fait, enfin repenser la société de demain. Voilà, hop, vous allez trier les projets de cette façon-là. Et le book méthodologique,
c'est le plus simple à faire. L'idée, c'est d'avoir un book qui est efficace. Donc, en fait, sur certains projets, il n'y a pas forcément besoin de montrer que vous faites 15 ateliers de co-création, en fait. Vous allez sélectionner les meilleures étapes de votre projet. Alors ça, c'est vraiment un tips qui est super puissant parce que parfois, il y a des projets qui sont pas égaux. Il y a des projets sur lesquels on n'a fait que de l'immersion. D'autres, on a fait un super prototype, mais ce qui est en amont, c'est pas ouf. Donc en fait, vous allez sélectionner les étapes des projets, donc faire une focale qui vous permet de développer votre méthodologie de design en la personnalisant, bien sûr, c'est quand même un petit peu mieux. Et à partir de ça, vous avez un book qui est bien structuré. Toc, toc, toc. Enfin, une dernière petite chose par rapport au book, il y a deux types de book. Il y a le book qui est un teaser qui fait entre 10 à 15 pages. Il est net, il est précis, il donne envie de vous rencontrer. Et il y a le book complet où là, sentez-vous libre, il peut faire 30, 60 pages. Mais par défaut, moi j'ai tendance à faire le book teaser parce que c'est plus court. Il y a trois quatre projets bien présentés dedans et ça permet d'aller à l'essentiel. Je prends une question, touc touc touc, et je vais essayer de ne pas déborder plus de 5 minutes, donc je vais accélérer parce que c'est beaucoup plus long. Ah ok, bah oui, pas de souci du coup. Zainab est partie. Elle me disait au revoir, c'est mignon. Alors, pour bien structurer son réseau, ce qui va être important, c'est d'éviter en fait de demander des services en fait sans relation préalable. Il faut être honnête, en fait, les gens, quand vous n'avez pas de relationnel avec, c'est super bizarre en fait. Je sais pas si vous avez déjà reçu ces messages LinkedIn de personnes qui vous demandent un service. Bah, c'est soit vous vous dites, bah ok, je lui donne un service, mais il n'y a pas de relation. Donc déjà, il faut nourrir la relation, pas uniquement quand vous êtes en recherche d'emploi. Bon, là, c'est le cas. Mais du coup, quand vous allez contacter les personnes, ne le faites pas uniquement juste pour ça. Alors, du coup. Les bonnes pratiques, ça va être aussi de vous reconnecter à votre réseau d'alumni. Dans ce cas-là, en fait, ce qui va être important, c'est aussi de solliciter le réseau de votre école. Normalement, l'école, là où elle est implantée, ça veut dire que tout le bassin autour, les entreprises, les structures, les institutions, généralement, ont fait potentiellement appel au design. Donc, ça peut être aussi un moyen de trouver en fait des emplois directement. Si vous avez changé de région, il faut aussi regarder s'il y a une école de design à proximité. Tuc, tuc, tuc. Euh, donc là, je vais passer un petit peu plus vite, mais c'était en fait comment vous faites un site internet qui soit efficace, comment vous utilisez aussi les réseaux sociaux. Donc sur mon site, en fait, j'ai aussi une partie qui vous explique un petit peu tout ça en détail, mais ce qui peut être intéressant aussi de ne pas négliger, c'est de faire une newsletter personnelle. Ça existe et en fait, vous n'avez pas besoin d'être une entreprise, mais vous pouvez avoir une newsletter qui vous permet d'informer votre réseau sur des actualités, et en fait, l'idéal, c'est qu'elles soient un peu thématisées. Touc, 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 ça j'en ai parlé, l'ATS et tout ça. Alors, du coup, je passe un petit peu plus vite sur la partie sur les entretiens, mais il y a pas mal de chiffres clés qui disent que la recherche d'emploi, c'est quand même compliqué. C'est pas évident, surtout qu'on est dans un marché qui est un petit peu tendu. Et nous, dans l'innovation publique et l'innovation sociale, avec les périodes électorales, du coup, c'est une période de resserrement. C'est-à-dire qu'en fait, les collectivités embauchent un petit peu moins, notamment les mairies, parce que c'est une période de flou. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'emploi, ça veut juste dire que ça ralentit un petit peu. Là, vous êtes dans une période en janvier où c'est une période d'accélération. Après les fêtes, il y a de nouveau des offres qui sont publiées. Ensuite, il faut être au clair aussi sur le fait qu'en fait, trouver un emploi, ça peut prendre entre 6 mois à 1 an, et c'est pas grave. Ça dépend aussi de à quel point en amont de vos études, vous avez pu structurer en fait un réseau, structurer aussi votre stratégie de carrière. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver, ça veut juste dire que ça peut prendre un peu plus de temps. Et aussi parfois, il faut être honnête, il vaut mieux que ça prenne plus de temps et que votre premier emploi ou vos premières expériences soient vraiment des choses positives que plutôt vous dégoûter du métier en intégrant une structure dans laquelle vous n'allez pas faire quelque chose d'intéressant. Dites-vous que dans la recherche d'emploi, vous êtes aussi en position de force, c'est-à-dire que vous pouvez dire non. En fait, vous aussi, vous devez évaluer le recruteur. Voilà, si vous considérez qu'il y a des red flags dès l'entretien, dites-vous qu'en fait, vous les aurez aussi généralement en fait dans le management ou dans l'organisation de la structure. Voilà, je vous passe des anecdotes que j'ai eues avec certaines personnes où
ils se sont fait disputer en entretien ou les gens étaient trop bizarres. Voilà, faut aussi faire attention à ça et euh, envisager le scénario de qu'est-ce que vous faites si il y a deux structures qui vous veulent. Donc là, c'est très important d'avoir des critères aussi de sélection. Qu'est-ce qui va faire que vous choisissez ou non une structure? De pouvoir poser aussi les bonnes questions. Alors, hop, tuk tuk tuk. Pareil, il y a plusieurs types de plateformes pour trouver des offres d'emploi. Il y a des plateformes spécialisées comme Emploi public. Les institutions publiques ont une obligation de publication. Donc en fait, l'avantage qu'on a, c'est qu'on voit les offres dans le secteur public. Par contre, certaines sont, entre guillemets, déjà pourvues. Ça peut arriver aussi. Donc il ne faut pas se décourager de ce côté-là. Tandis qu'en fait, dans l'entrepreneur, enfin, dans le milieu des entrepreneurs, l'ESS et chefs d'entreprise et associations, de ce côté-là, il n'y a pas une obligation de publication. Donc c'est plus délicat. Pour vous aider aussi parfois à trouver des offres d'emploi ou on va dire des sites qui recensent des offres d'emploi spécifiques, n'hésitez pas en fait, vous pouvez aussi demander à l'IA. Ouais, clairement, ça vous aide à trouver des sites parfois où vous vous dites, ah ok, ça c'est un site qui est spécialisé sur la recherche d'emploi dans le sport. Il y a des trucs vraiment, c'est incroyable. Ah, bah super. J'ai terminé. J'ai un petit peu accéléré sur la fin. Euh, N'hésitez surtout pas, s'il vous reste quelques petites questions, je vais prendre le temps d'y répondre. Euh, voilà, vous avez compris, je vais refaire un petit atelier pour vous aider à faire la partie communication, un petit peu stratégie. Je pense que ça sera un atelier, je pense que je vais le faire en février normalement. Comme ça vous aidera un petit peu.